Merci beaucoup. Je suis très heureux de m'adresser à un public varié, des parents d'abord, parce que ce sont eux qui sont au boulot, des professionnels dont on vient déjà de parler, et aussi des parlementaires. Et au fond, j'aurais pu intituler mon intervention « Je ne vais parler qu'après 3 ans ». Parce que vous savez que l'instruction est devenue obligatoire, la scolarisation est obligatoire à partir de 6 ans, mais effectivement, la ministre de l'Éducation a décidé qu'il fallait commencer par les maternelles, et là, elle a totalement raison. Commençons par la maternelle, donc ça veut dire de 3 à 18 ans. Je ne vais pas parler d'université ou des hautes écoles, encore qu'il faudrait parler des hautes écoles pour éducateurs, si j'ai bien compris. Mais mon intervention aurait pu s'intituler « D'où venons-nous? Où allons-nous » parce que je pense qu'il faut avoir un tout petit peu le sens de l'histoire. Ah. Et il ne répond pas. Ah. Bien. En effet. Pourquoi? Faut... C'est bizarre. Ok, super. Ah, oui. Ouais, je ne sais pas pourquoi on passe comme ça. Ah oui, il est en PDF. Ah. Bon, pourquoi? Parce que nous sommes à un moment critique. Et les députés le savent, puisque fin mai, on va retourner aux élections, et ils auront dû approuver quelque chose pour le pacte pour un enseignement d'excellence. Et j'espère qu'on pourra dire que l'enseignement d'excellence est aussi pour l'enseignement spécialisé. Et c'est vrai qu'on investit dans une réflexion systémique. Tout le monde parle beaucoup du systémique. C'est vrai qu'il faut effectivement une réflexion systémique sur le système de l'enseignement, y compris de l'enseignement spécialisé. Alors la question, favorisera-t-il la mise en place d'une école inclusive? Mais l'avis numéro 3 ne définit pas ce qu'est une école inclusive. Alors il faudrait qu'on se mette un petit peu d'accord sur ce qu'est une école inclusive. Et comment en sommes-nous arrivés là? Alors je vais faire une rapide histoire. Ah, voilà. Avant-hier, c'est-à-dire jusqu'aux alentours des années 60, l'autisme était inconnu. Alors j'ai mis 2 auteurs importants, Kanner et Asperger. Vous remarquez qu'ils ont publié en 1943 et 1944, mais ils n'ont été traduits qu'en 90 et 98. Il faudrait quand même un petit peu s'interroger là-dessus. Et où sont ces enfants jusqu'aux années 90? Et j'en ai connu l'un ou l'autre. Ils étaient en famille. Et on parlait à l'époque qu'ils étaient à domicile tout le temps. Certains étaient dans des institutions résidentielles. Seuls les anciens s'en souviennent. Des grandes institutions résidentielles, forcément loin de la famille, et avec un nombre de personnes probablement relativement important. Où est l'individualisation? Peut-être encore ailleurs, je ne sais pas. Hier, jusqu'aux années 90, l'autisme était peu connu ou mal connu. Je vais simplement rappeler, on pourra en discuter beaucoup plus, de Bettelheim, publié en 1967. Donc lui, on a traduit plutôt que Kanner et Asperger. Pourquoi? Il faudrait s'interroger sur ces pourquoi. Et donc, il proposait de séparer les enfants de leurs parents. On a parlé de mères pathologiques. Je ne vais pas en dire davantage, mais c'est ce que l'on a retenu un petit peu. Où étaient-ils les enfants à cette époque-là? Toujours en famille, dans des institutions résidentielles,
Alors, il y a eu un hôpital pédopsychiatrique qui est né à peu près à cette époque-là, au début des fin 60, début des années 70, et certains centres de réadaptation fonctionnelle qui sont devenus ambulatoires, mais en nombre très limité. Alors, il y a eu la loi du 6 juillet 1970 qui a reconnu que l'on avait affaire à des élèves et étudiants, certes spéciaux, mais c'était enfin des élèves. Ce n'étaient plus des malades, c'était des élèves. C'est la première fois qu'on leur donne le statut valorisé que tous nos enfants ont. Ils sont élèves. C'est fondamental. Et donc, je vais passer, il y a 8 types d'enseignement et non 8 types d'élèves. C'est l'enseignement que l'on spécifie, ce n'est pas l'élève. Et il y a déjà eu à l'époque des intégrations, parce que j'en ai connu, il y a des parents dynamiques qui ont forcé un petit peu l'école et puis qui ont rencontré des directeurs sympathiques. Donc, mais c'était surtout les élèves de type 4, 6 et 7. Je suppose que vous savez 4, 6 et 7. Bien. Alors, aujourd'hui, vous voyez, jusque 2017-2018, l'autisme est maintenant mieux connu. Un peu d'histoire. Pourquoi est-il notamment mieux connu? Parce que c'est une anecdote, mais une anecdote qui est très importante. En 1984, il faut avoir un peu le sens de l'histoire, en 1984, on avait organisé une formation résidentielle de parents d'enfants ayant un handicap mental. C'était la formule de l'époque. Et effectivement, il y a eu une maman avec 2 enfants avec autisme qui est venue. Et M. Salmon, qui était membre de l'APEPA, nous a dit, mais par où commencer? Il n'y avait rien. Par où commencer? Alors on a commencé par l'enseignement, parce que souvent c'est l'enseignement qui est le révélateur de tous les problèmes. C'est vrai qu'avec le programme Starter, on pourra le connaître plus tôt, mais c'est vrai que c'est quand même l'enseignement qui reste le révélateur de la majorité des problèmes. Alors on a eu des rencontres avec les ministres successifs de l'éducation, 84, 86, 87, pour qu'en 88 jusqu'en 1996, on ait le projet Caroline. Savez-vous pourquoi on l'a appelé Caroline? Parce que nous nous sommes appuyés sur un projet qui venait de Caroline du Nord, qui était Chopler et la formation Teach. Donc, on a fait le projet Caroline. Alors après ça, M. Salmon est revenu à la charge et a dit, c'est très bien l'école, mais qu'est-ce qui se passe avant? Et qu'est-ce qui se passe après? Alors c'est vrai qu'à cette époque, en 1991, on a créé le SUSA, et j'ai mis la date 2005. Pourquoi 2005? Parce que c'est en 2005 que les centres de diagnostic ont été enfin reconnus par l'INAMI, 2005, 91, 2005. Ça prend du temps. Donc depuis, il y a des centres de référence dans tout le pays, du côté flamand, bruxellois et francophone. Donc il est mieux connu. Aujourd'hui, où sont ces enfants? Alors, il y a un nouveau décret, enfin, qui date de 2004, mais qui a été revu en 2009. Alors, il est très intéressant parce qu'il institutionnalise d'une certaine façon la collaboration entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé. Je vais passer sur les détails, mais il y a pour l'enseignement fondamental 4 heures par semaine de suivi par l'enseignement spécialisé dans l'enseignement ordinaire, et il y a davantage d'heures au niveau secondaire. Il y a 4 types d'intégration, il faudrait peut-être qu'on parle de ça, mais permanente, totale, permanente ou temporaire, partielle, permanente ou temporaire, on pourra peut-être y revenir. Mais ce qui est important, c'est que tous les élèves, quel que soit leur handicap, y ont accès à l'intégration. Tous les élèves. On ouvre une porte extraordinaire. Le PIA, alors, Cynthia en a parlé, j'y reviendrai tout à l'heure, le PIA avec la participation de l'élève et de ses parents, parce que les parents
surtout au niveau fondamental, sont des partenaires incontournables. On a développé des pédagogies adaptées, j'en dirai 2 mots après. Savez-vous ce que c'est une pédagogie adaptée en ce qui concerne l'autisme? Et je pense que les parents qui sont ici pourront dire, est-ce que c'est bien comme ça que fonctionne l'école dans laquelle est mon enfant avec autisme? Et c'est dans tous les types d'enseignement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tous les élèves relevant de tous les types d'enseignement peuvent être en intégration. La situation actuelle, il y a des intégrations dites individuelles, dont je viens de parler. Il y a des classes spécialisées, intégrées. Alors on a parlé d'inclusive. Il faut s'entendre sur le sens du mot inclusif, j'y reviendrai tout à l'heure. Il ne faut pas jouer avec les mots, parce que qui dit inclusion dit réforme systémique, réforme du système d'enseignement. Alors, en ce qui concerne l'autisme, et j'en ai connu une, par exemple, en 2000 déjà. Et ça concerne aussi évidemment les écoles spécialisées, les classes spécialisées, des écoles spécialisées, et d'autres, il y en a toujours, mais on ne sait pas très bien combien qui restent à domicile dans des centres de jour, mais on ne sait pas très bien combien. Ça veut dire qu'il faudrait faire un petit peu l'inventaire. Où sont les autres qui ne sont pas à l'école? Alors, qu'est-ce qu'une pédagogie adaptée? Je suppose que les parents qui ont leurs enfants dans une classe dite qui applique une pédagogie adaptée savent ce que c'est. Alors, j'ai repris ça d'une circulaire. Les parents connaissent-ils cette circulaire ministérielle? J'ai repris texto ce qui est indiqué. Un plan individuel d'apprentissage concerté avec la famille et avec l'élève, évidemment. Parce que si on le fait sans sa collaboration, c'est foutu. Est-ce que vous avez tous, les parents, une copie du PIA de votre enfant qui est élève? Une collaboration active avec la famille. Que veut dire une collaboration active avec la famille? Je suppose que c'est davantage qu'une réunion de parents par trimestre. Qui, par exemple, a déjà été dans la classe de son enfant pour voir un petit peu ce que l'enseignant fait et peut-être pour imiter ce que l'enseignant fait? Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça. L'organisation d'espace, la ministre en a parlé, l'organisation d'espace, parce que l'enfant, quand il entre dans une classe, spontanément, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il faut visualiser les espaces. Si un enfant rentrait dans ce local ici, est-ce qu'il serait intéressé tout de suite à venir s'asseoir, à m'écouter? Je pense que non. Il faut comprendre comment le milieu est organisé pour amener la personne à faire ce qui est attendu par ce milieu. Un système d'horaire individuel, très important cela, parce que la connaissance du temps, il n'y a pas d'ailleurs que des enfants qui ont des problèmes avec le temps, n'est-ce pas? On a aussi des problèmes avec le temps ici, mais donc ça veut dire qu'il faut un horaire individuel, un système de communication alternatif. L'enfant qui ne parle pas, il utilise des dessins, des symboles, des images. Je pense qu'il faut avoir, je ne vais pas le souhaiter, avoir dans sa vie un AVC pour comprendre ce que ça veut dire de ne pas pouvoir parler. Et donc utiliser un système de communication alternatif. Tout le monde s'y met, hein, et tout le monde... Il y a un tas de systèmes de communication alternatifs. Un système de gestion horaire, spécifiant l'identité du professionnel et des élèves. Qui fait quoi à quel moment? À 9h, je fais ça avec un tel. À 9h15, avec un tel, etc. Et enfin, une organisation des activités favorisant une autonomie. Donc, je pense que les parents devraient pouvoir interroger leur école sur ça. Aujourd'hui, alors, je vous invite à consulter sur le site enseignement.be un manuel fait par une collègue, Monique Depré, pour une pédagogie adaptée. Prenez note de cette référence, consultez-le, il est très bien fait et il est lisible. Demain et après-demain,
2020, 2021, 2030, vers une école inclusive. Alors je rappelle que c'est devenu un droit, Et j'ai repris ici ce que dit l'article 24. Les élèves ont droit, dans les communautés où elles vivent, pas quand on habite Bruxelles, aller en Brabant-Wallon, à Bruxelles, un enseignement primaire inclusif de qualité et gratuit et à l'enseignement secondaire. Aménagement raisonnable, accompagnement nécessaire pour rendre leur éducation effective, des mesures d'accompagnement individualisées efficaces pour une pleine intégration. Donc depuis, approuvé par la Belgique le 23 mars 2009, le droit à une éducation inclusive. Alors, juste un petit détail. Quelle est la différence entre l'inclusion et l'intégration? Alors, j'ai repris ce que dit l'ONU. L'inclusion est un processus de transformation systémique qui concrétise les changements de contenu, de méthode, d'approche, de structure, de stratégie. Donc, en d'autres mots, il faut prévoir les enfants à besoins spécifiques dans tout cela, afin de dépasser les barrières, avec la vision de fournir à tous les élèves ou étudiants des expériences d'apprentissage équitables, de participation et un environnement qui correspond mieux à leurs exigences et préférences. Et l'intégration consiste à placer les personnes handicapées dans des structures éducatives ordinaires déjà existantes, conjointement avec des personnes non handicapées, évidemment, aussi longtemps que les personnes sont en mesure de s'adapter. Placer des étudiants avec handicap dans des classes ordinaires, sans faire en même temps les changements structurels d'organisation, de curriculum, de stratégie d'enseignement et d'apprentissage, ne constitue pas l'inclusion. De plus, elle ne garantit pas automatiquement la transition de la ségrégation vers l'inclusion. Alors, en Fédération Wallonie-Bruxelles, ça c'est le niveau international, en Fédération Wallonie-Bruxelles, alors il faut lire l'avis numéro 3, parce que le Parlement de la communauté Wallonie-Bruxelles a visé améliorer le système éducatif, mais ne définit pas ce qu'est une école inclusive, qui est mentionnée 4 fois. Qu'est-ce qu'une école? Comment arriver à une école inclusive? Alors, j'espère que, notamment les députés, sont bien au courant des pôles territoriaux. C'est une idée géniale, mais à concrétiser. Un pôle territorial signifierait que, je vais inventer, pour la région de Bruxelles, éventuellement découpée en pôles territoriaux, enfin le nord, le sud, l'est ou l'ouest, peu importe, regrouper les écoles spécialisées d'un territoire déterminé. Il faudrait s'entendre sur les attractions possibles vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Mettre le personnel spécialisé à disposition des élèves des écoles ordinaires accueillant des élèves à besoins spécifiques. Au fond, certains l'ont dit, on va enfin mutualiser. Ça veut dire que les écoles spécialisées pourraient devenir des centres de ressources spécialisés. Et c'est vrai que l'on parle un petit peu dans le pacte de remédiation, consolidation et déplacement au sein de chaque classe. Donc au fond, c'est une sorte, je fais un lien mais encore ténu entre ces deux procédures, mais ça veut dire qu'effectivement, il faut aller vers l'inclusion des personnes, des élèves et étudiants dans les écoles ordinaires. Alors on va dire, j'ai quand même mis, qu'est-ce qu'on va faire avec les évaluations en fin de cycle? Fin du primaire, je pense que ça devrait être supprimé, si j'ai bien compris. Et au niveau secondaire, évidemment, il y a des enfants qui ne réussiront pas à ces évaluations. Mais est-ce qu'il est important de réussir
cette évaluation, ou d'apprendre ensemble à vivre ensemble, dont tout le monde nous rabâche les oreilles, mais c'est ça le but de l'école, c'est apprendre à vivre ensemble. Alors, une école inclusive, simplement, je la définis, accueille tous les élèves, y compris ceux à besoins spécifiques, qui habitent dans un environnement proche, je suis prudent, dans le cadre d'une collaboration soutenue entre les équipes, école ordinaire, école spécialisée, des équipes avec COCOF, CRA, privées, etc., au bénéfice de tous les élèves, ceux qui ont fait l'expérience d'une bonne intégration, inclusion, tous les élèves en profitent, avec transformation systémique. Alors, c'est vrai, je vous signale que le 28 février 2019, il y a un colloque qui est organisé par la Ligue des droits de l'enfant intitulé « Vers une école inclusive ». En résumé, la première réponse a été de donner une existence sociale au handicap. Ça n'est pas vieux, hein? Ça fait 60-70 ans. Et notamment, ils sont devenus écoliers ou étudiants. On a favorisé, la deuxième réponse, l'intégration de certains élèves dans l'enseignement ordinaire. Et ici, on veut favoriser l'accueil de tous les élèves dans une école inclusive. Merci beaucoup de votre attention.